Il est 21h passées de 7 minutes et le paysage que je regarde est exactement le même qu'hier soir. La couleur du ciel, bleu pâle, presque blanche dans sa partie inférieure, teintée de gris dans sa partie supérieure, est identique. Pareil pour la couleur des arbres, des buissons et de l'herbe, qu'il s'agisse du vert foncé de ceux du cimetière ou du vert léger et terne du saule. Et pareil aussi pour la lumière du soleil couchant, grisâtre au niveau du sol, doré dans la cime des arbres. La seule différence réside dans le vent d'est, plus faible, et dans les mouvements des feuillages, moins importants. J'aime les répétitions. Les répétitions transforment le temps en un endroit, les jours en une maison où elles constituent les murs, le sol et le toit. Karl Ove Knausgaard est ce soir notre invité à l'occasion d'une double publication. Son dernier texte intitulé « En été » et puis un essai qui accompagne magistralement la merveilleuse exposition d'Edouard Munch qui vient de commencer au musée d'Orsay à Paris. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Police. Alors, Karl Ove Knausgaard, j'ai l'impression de vous connaître parce que ça fait des années que je vous lis et que j'ai l'impression de vivre avec vous. J'ai l'impression de tout connaître de vous, votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, les paysages que vous avez traversés, les passions que vous avez. Je voulais savoir, si je vous posais la question aujourd'hui, qui êtes-vous là en ce moment? Vous me répondez quoi? Det et spørsmål som det ville ta en roman å svare på, tror jeg. C'est une question qui serait extrêmement longue à répondre. Men det jeg vil si til det du sier om at det føles som om du kjenner meg. J'aimerais dire, puisque vous dites que vous me connaissez.
Det stemmer på sett og vis. Det er som om C'est tout à fait juste d'une certaine façon, puisque... Men også ikke, for det er så stor forskjell på det indre Et en même temps, c'est très livet différent, parce que c'est très différent entre la vie intérieure den ytre et l'aspect extérieur, les événements extérieurs. Og det er kanskje den forskjellen C'est peut-être là, dans cette egentlig différence, driver litteraturen og driver det som qui det fait som que jeg la gjør når jeg littérature skriver. advient. C'est là-dessus, c'est sur cette différence-là que j'écris. Alors j'ai lu, comme de nombreux Français, votre série autobiographique en 5 volumes qui s'intitule Mon combat. Et j'ai cru comprendre que avant Mon combat, qui a eu un succès international et qui a été traduit dans très nombreuses langues, il y avait déjà eu désir d'être écrivain auparavant, Karl Ove. Ja, da jeg vokste opp, så leste jeg utrolig mange bøker. Quand j'ai grandi, je D'abord, lisais ça m'a beaucoup, rappelé, beaucoup de livres. C'était une comme verden si siden av j'avais verden. un monde à côté du monde. Som alltid har vært et veldig godt sted å Ça a være for été meg. un endroit où je me sentais toujours très bien. Og når jeg var rundt 16-17, Et quand j'ai eu autour de 16-17 ans, så begynte jeg å tenke at jeg kanskje je skulle me suis begynne vraiment å skrive. dit que peut-être que je pourrais commencer à écrire. Men det var først da jeg var i slutten av Mais c'est seulement vers la fin 20-årene des années, quand j'avais ma vingtaine ou plus, enfin, entre 20 et 30 ans, que là, at da ble det å skrive ble til å lese. que l'idée d'écrire s'est d'abord transformée en l'idée de lire beaucoup. Og da var det noe som skjedde, og da Et là, var il det s'est som om passé jeg kom quelque hjem chose. på Et en c'est là måte où j'ai l'impression de rentrer à la maison, de retrouver la littérature. Og imellom der så var det mye som hendte, blant annet Et entre ces deux temps, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. var Par 10 år exemple, là, j'étais en France, je suis en hvor France, jeg et prøvde å il se trouve que skrive, pendant ces 10 og ans, skrivinga pendant var que noe j'ai der essayé ute, d'écrire, noe utenfor meg, noe j'ai som essayé d'écrire quelque chose qui était en dehors de jeg moi. tror det hadde med teknikk å gjøre. Je pensais que ça avait à voir avec la technique. Il s'agissait aussi, je pensais qu'il fallait manipuler des choses. Et puis j'ai lu Marcel Proust quand j'avais 26 ans. Et j'ai eu une sorte d'expérience, comme lorsque j'étais petit, j'étais complètement happé, plongé dedans. Gikk det et år, og så plutselig kunne jeg skrive. Et il s'est passé un an, et après, j'ai réussi à écrire. Og jeg forbandt ingenting med opplevelsen min av Proust eller noen ting. Et j'ai pas fait le lien avec cette expérience de Proust, mais je pense qu'il se trouve que je pense qu'il y avait quand même un lien assez fort. Mais j'en étais pas conscient à l'époque. L'écriture a été une sorte de procès intérieur, comme l'était la lecture pendant tant d'années. Donc vous existez, vous êtes en face de moi, Karl Ove Knausgaard, c'est la première fois que je vous rencontre, et vous existez, vous n'êtes pas un être de papier, rassurez-moi. Oui, tout à fait. Vous existez parce que vous avez fait de votre existence un long livre avec des milliers de pages? Nei, det er jo ikke det. Non, c'est pas pour ça que j'existe. Det er noe paradoksalt i det jeg har forsøkt å gjøre. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce que j'ai essayé de faire. Il y a la présence qui est essentielle. J'essaie de faire les choses le plus proche. Je voudrais que le monde soit le plus proche possible. Et moi, je voudrais être le plus proche de ce monde. Et la seule façon que j'ai de le faire pour arriver à enlever, à abolir cette distance entre moi et le monde, c'est de me tourner vers la littérature. Mais en même temps, voilà, je retourne au monde. Avec la littérature. C'est pour ça que la dernière phrase dans mon combat est de dire je suis si content que je ne suis plus écrivain, parce que c'était vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Vous venez d'évoquer le souvenir de Marcel Proust. On peut dire que votre œuvre littéraire dans Mon combat, avec ses 5 volumes, c'est du Marcel Proust contemporain, sauf que Marcel Proust était réfugié dans sa chambre pour pouvoir écrire. Et vous, à l'intérieur de ces 5 volumes de Mon combat, Karl Ove Knausgaard, il y a beaucoup la nature, l'importance de la nature. Est-elle déterminante pour pouvoir vous prouver à vous-même votre existence? Ja, det tror jeg. Oui, je crois. Jeg vet ikke hvorfor natur Je ne sais pas pourquoi la nature est si importante pour moi quand j'écris et dans ce que j'écris. Jeg tror at jeg har en følelse av at j'ai le sentiment vi er på en måte que nous sommes mer og mer
de plus en plus enfermé dans la vie humaine, dans une sorte de cercle humain. Og for meg så har det vært utrolig viktig å forsøke å utvide det, men ikke på noen... Pour moi, c'était très important d'élargir ce cercle, d'aller dans d'autres directions. Ikke at det ligger noen sånn filosofiske tanker bak. Mais il n'y a pas vraiment une pensée philosophique derrière cela. Med virkeligheten. Mais ça a à voir avec la réalité. Og i min kamp så handler det mye om å få liv og litteratur til å nærme seg. Il s'agit vraiment d'essayer de rapprocher la littérature et la vie, de les faire se coïncider le plus possible. Vous devenez, au fil de ces milliers de pages, le propre poète de votre existence. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un poète que vous connaissez, je crois que vous l'aimez, il s'appelle Francis Ponge, et il va parler de la posture du lecteur. C'est une archivina du 12 mai 1967. La parole passe à travers la complexion de quelqu'un qui est à la fois désireux, violemment, parfaitement furieux de désir, et conscient et sans illusion quant à ce qu'il peut produire. Eh bien, la parole rougit et éclaire du fait qu'elle ne fait que se dire elle-même. Je viens de dire que la parole ainsi conçue éclaire, c'est-à-dire qu'elle produit de la lumière. Il est évident que c'est aussi parce que le texte a été conçu dans l'intention de communiquer, et d'éclairer, de produire une lumière. À qui? À quelqu'un, à l'autre, au lecteur, ou ici à l'auditeur. Il est évident que c'est seulement dans la mesure où le lecteur lira vraiment, c'est-à-dire qu'il se subrogera à l'auteur au fur et à mesure de sa lecture, qu'il fera, si vous voulez, acte de commutation, comme on parle d'un commutateur, qu'il ouvrira la lumière, qu'il allumera, enfin qu'il tournera le bouton et qu'il recevra la lumière. C'est seulement donc le lecteur qui fait le livre lui-même en le lisant. Et il lui est demandé un acte qui n'est pas quelque chose comme un jeu au sens de jeu de société, mais un acte révolutionnaire, un acte qui comporte le risque de se révolutionner soi-même. Nous venons d'entendre la voix de Francis Ponge. Je crois que vous aimez beaucoup et vous vous revendiquez de la démarche de Francis Ponge, Karl Ove Knausgaard. À l'intérieur de ce premier cycle, donc Mon combat de 5 volumes, vous parlez de vous, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de rigueur aussi. Donc, pour nous, lecteurs, comme vient de le dire Francis Ponge, vous êtes une personne, ou peut-être un personnage, mais plus une personne. En tout cas, je vous ai vécu dans mon expérience de lectrice comme une personne qui fait un pacte avec chacun de ses lecteurs pour nous dire votre vérité. Est-ce que, au bout de ce combat, dans le double sens du terme, donc ces 5 volumes et ces milliers de pages, vous êtes devenu un autre que vous-même? Ja, det tror jeg nok på noen vis. Oui, je pense, d'une certaine manière. Og på mange andre ikke. Et beaucoup d'autres pensent le contraire. Jeg pleier å få spørsmål om kampen er over nå, men det er den ikke. On me demande si le combat est terminé. En fait, il ne sera jamais terminé. Men sånne ting som... Jeg skrev aldri denne boka for min egen del. Jeg skrev aldri den for at noe skulle bli bedre. Eller jeg skrev den aldri av terapeutiske grunner. Mais je ne l'ai jamais écrit pour moi-même, uniquement pour des raisons, on va dire, thérapeutiques. Ça n'a jamais été le but. Jeg skrev den for å lage en bok. For je voulais vraiment écrire un livre, fabriquer un livre. Den har veldig mye med identitet å gjøre. Ça a beaucoup à voir avec l'identité. Og som mange andre så har jeg liksom en slags 5-6 setninger som jeg presenterer meg som er med. Qui me définissent assez bien. Og min egen selvforståelse er nesten like grunn. Den min daglige selvforståelse er nesten like grunn. Like grunn. Ikke dyp, men grunn. Et ma compréhension de moi-même est aussi... mince, elle est pas aussi profonde qu'on pourrait le penser. Et cette compréhension de moi-même, cette image que j'ai de moi-même, elle n'a pas beaucoup changé.
Så denne boka var en måte å liksom smadre totalt denne identiteten. Mais ce livre a forcément complètement détruit, pulvérisé cette petite identité que j'avais. Ved rett og slett og det er veldig ofte at tida blir komprimert, at det skjer over veldig lite tid, og at det skjer veldig mye. Det finnes veldig få som store flater som Parce que j'ai vraiment comprimé tellement d'événements sur un temps si court, donc il y a très peu dans ce livre de grandes plages, de temps. Så at jeg selv mister totalt oversikten. Donc en fait, moi, j'ai complètement perdu le fil. Og det oppstår et slags la kaos. d'ensemble. Donc forcément, il y a un chaos qui en surgit. Men ut fra det så har jeg fått en annen, for å være personlig, da, fått en annen forhold til min personnel, forcément, j'ai eu, après ce livre, forcément un autre rapport à mon père. Så det sies jo at å forstå er å tilgi, og Donc comprendre et pardonner, c'est vrai que c'est ce qu'on dit, mais je pense que oui. Jeg forstår veldig mye mer av han og av de je comprends mieux mon père et je comprends mieux les relations que mes parents avaient. Maintenant, après avoir écrit ce livre. L'écriture est-elle une perdition de soi, Karl Ove? Ja, absolutt. Tout à fait, absolument. Og det er å lese også. Mais lire aussi, il se passe la même chose. Det er helt essensielt. Mais dans votre livre, enfin dans ce long livre constitué de 5 volumes, Mon combat, vous nous parlez beaucoup de vos lectures. Est-ce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui lit tout le temps? Ja, det tror jeg. Je crois, oui. Jeg tror at den forskjellen på å lese og skrive, den er veldig viktig. Je crois que bien sûr, il y a une différence entre lire et écrire. Elle est très importante, mais... Og at det veldig mye er samme sak. Mais ça parle de la même chose. Og at det handler om å miste seg selv, det som engelskmennene kaller. Mais il s'agit dans les deux cas de se perdre, de se dissoudre dans le texte. Og at man kommer da inn i et område, både når man leser og når man skriver, quand on lit ou quand on écrit, som man ikke kontrollerer. Qui est un domaine que l'on ne contrôle pas. C'est un autre espace. Og det er det som gjør det så det er derfor man kan skrive om seg selv. Et c'est bien pour ça qu'on peut écrire sur soi. Uten å vite noen... Sans trop savoir. Derfor man kan oppdage ting. Altså man er et ukjent landskap, rett og slett. Parce que d'un seul coup, on est soi-même un paysage inconnu. Est-ce qu'un écrivain a besoin de solitude? Karl Ove Knausgaard, vous qui êtes père de famille, qui avez 4 enfants et qui vivez avec la femme de vos enfants? Jo, men når jeg begynte å skrive, så hadde jeg en slags Quand j'ai commencé à écrire, j'avais une sorte de représentation assez romantique que l'écriture était une activité solitaire, très très estimée, vraiment. Så jeg dro til fyrtårn. Alors je suis allée dans des phares, je suis allée dans des îles, je suis allée dans des cabanes dans la forêt pour être seule. Et finalement, j'écrivais rien du tout là-bas. Très peu. Puis j'ai eu des enfants. Et on a eu 3 enfants assez rapidement. Et la vie, il s'agissait d'un seul coup de faire de la nourriture, de chercher des enfants au jardin d'enfants. La vie devenait de plus en plus chaotique. Et ce qui s'est passé avec l'écriture à ce moment-là, j'étais obligée de baisser mon niveau, de baisser mes exigences vis-à-vis de moi-même. Il fallait juste que j'écrive. Et je n'ai jamais été aussi productive qu'après avoir eu mes enfants. Og det henger også sammen med noe i min kamp som er forsøket på å minske avstand mellom litteratur og liv. Dans mon livre, Mon combat, c'était justement ça, de diminuer la distance entre la littérature et la vie. Même s'il y avait de la vie autour de moi, mais ça allait partir dans tous les sens. Mais pour moi, la littérature n'a jamais été complètement à côté, isolée de cette vie familiale quotidienne, quelque chose de sacré. Non, elle faisait partie de cette vie. Votre désir d'écrire ce long roman de vous-même, Karl Ove Knausgaard, est parti, je crois, de la difficulté à comprendre à l'intérieur de vous la mort de votre père, mort tragique d'ailleurs. Et avez-vous réussi, après l'exercice de l'écriture, à vous raccommoder avec la mémoire de votre père, même s'il a fallu passer par des embrouilles avec certains membres de votre famille, et notamment votre oncle qui n'a pas accepté?
la transcription d'une certaine réalité familiale. Ja, absolutt. Oui, det absolument. Kanskje ikke bare på grunn av bøkene jeg har skrevet, men c'est også, pas uniquement à cause des livres que j'ai écrits, mais aussi... også kanskje at jeg er blitt eldre, mais peut-être simplement parce que j'ai vieilli og at jeg er far selv. et que je suis devenu père moi-même. Og når jeg tenker på han, Quand så je var pense à han lui, var 24, il avait 24 quand il m'a eu. Il était quand même très jeune. Og han var et veldig, tror jeg hadde et stort indre kaos. Et je crois qu'il avait un très grand chaos intérieur. Som gikk utover oss. Qui forcément a rejailli sur nous autres. Men det er en del av livet mitt, en del av barndommen min. Mais c'est une partie de ma vie, c'est une partie de celui que je suis devenu. L'écriture est-elle la prise de conscience de nos propres responsabilités devant l'existence, pour vous? Nei, jeg tror ikke at det er å ta ansvar for det. Det føler jeg ikke. Non, je pense pas que c'est une question de responsabilité. Je dirais pas ça dans ces termes. C'est presque le contraire. Å sette de fri. C'est presque au contraire de laisser libre toutes ces difficultés, de les relâcher. Kutte de fra sine bindinger c'est arriver à les couper de leurs relations et puis de les exposer de manière très concrète. Ce n'est pas une évasion, l'écriture. Ce n'est pas une diversion non plus. Det kan det jo være. Oui, c'est possible, ça peut être ça de temps en temps. Og det var sånn i mitt liv veldig lenge når jeg leste. Det var mye derfor jeg leste. C'est en tout cas pour ces raisons que je lisais. Så litteraturen er alltid det andre stedet. La littérature est toujours ailleurs. Men når du blir eldre, mais en vieillissant, og enten du begynner å skrive selv, eller du leser en annen type litteratur, så blir det andre stedet on lit for en ny encore funksjon. plus, et puis Det blir stedet hvor du ser verden il y fra. a des lieux qui deviennent plus habités, à partir desquels on voit le monde autrement. Og det er nesten det motsatte av eskapisme, på en måte. Et pour moi, là, c'est presque le contraire de l'évasion, enfin. Men det som skjedde med Min kamp, dette tenkte jeg faktisk ganske mye på. J'ai pas mal pensé à ça quand j'écrivais mon combat. Var nettopp det at jeg ville ikke at dette skulle være eskapistisk. Jeg ville ikke at dette skulle være noe annet. Jeg ville prøve å liksom lukke åpningene, og så prøve å være i livet med litteraturen. J'avais envie de fermer le livre, de fermer toutes les issues et d'être seul avec ça. Men det finnes en slags dragning i litteraturen nesten uansett. Une sorte de courant dans la littérature. På 80-tallet, du var student. Si on écrit sur la vie, sur les conditions très difficiles quand j'étais étudiant, on s'aperçoit en écrivant que finalement on a de la nostalgie de cette époque-là et elle a une couleur, elle a finalement une certaine beauté qu'en tout cas, à l'époque, on ne ressentait pas du tout. Elle n'était pas dans la vie, mais elle est dans la littérature. Når man skriver, så er det liksom alltid en kamp mellom donc, quand on écrit, il y a toujours un combat entre ça et la réalité. Som er umulig å få. Det er umulig å få det helt nedpå uten denne klangen. On peut arriver à faire que ça se coïncide sans avoir cette sonorité, cette couleur. Je vous propose d'écouter la voix de Gilles Deleuze, donc philosophe. Il va parler de la psychanalyse et de l'inconscient dans l'enfance. C'est une archivina du 11 septembre 1973. Un psychanalyste, c'est quelqu'un chez qui tu entres, et si tu y entres, tu es déjà persuadé que ton inconscient, tu l'as, pas entièrement, tu l'as pas terminé puisque tu vas en analyse, mais que il est déjà dans ton dos, qu'il y a un inconscient qui préexiste. Un inconscient de la petite enfance, etc. Et puis, deuxième point, tu sais que cet inconscient qui est déjà là, c'est un inconscient qui va être interprété. Pas des choses fortes, là. Je dis, pour moi, ça me paraît, la tâche à faire, c'est le contraire. À savoir, la tâche à faire, ça consiste en ce que chacun sache que son inconscient, il n'est pas déjà là. Bien plus qu'à aucun moment il n'a été déjà là. Que quand il était enfant, il produisait de l'inconscient, pas du tout comme un psychanalyste pense que de l'inconscient se produit. Je ne sais pas, je voudrais opposer des notions comme le souvenir d'enfance, qui est très typiquement psychanalytique, et une activité d'enfance d'une toute autre nature, qu'il faudrait appeler quelque chose comme les blocs d'enfance. La vraie enfance telle qu'elle produit des trucs, enfin. Et puis, la seconde différence dont je rêve, c'est que pas d'interprétation.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gilles Deleuze, Karl Ove Knausgaard? Blocs d'enfance. Vos livres ressuscitent des blocs d'enfance, mais est-ce pour autant une psychanalyse? Je ne crois pas. Nei, de jo ikke det, for de jo Non, c'est vraiment pas de la psychanalyse. Minner og skriving, les souvenirs et l'écriture henger sammen. La création, ça, bien sûr, c'est lié. Det har vært noe som Deleuze har sagt som alltid har vært viktig for meg siden jeg leste det første gang, og det et nøkkelordet det som har med tilblivelse å gjøre. Quand j'ai écrit, il y a toujours un concept de Deleuze qui était important pour moi, le concept de devenir, de choses qui advient, de passage à vie, je crois qu'il emploie le terme. Og jeg har alltid tenkt på det i forbindelse med skriving. J'ai vraiment pensé à ça quand j'écrivais. C'est quelque chose donc, qui devient de la vie, qui advient. Noe som ikke finnes før ça det får n'existe form. pas avant que ça se trouve là. Og det at det får form, det et slags avgjørende øyeblikk. Et le moment crucial, le moment déterminant, c'est quand ce qui n'existe pas prend forme. Og sånn tror jeg også det er med underbevisstheten, eller en fortolkning av underbevisstheten, at det får en form. Et c'est ça l'interprétation de l'inconscience. On lui donne une forme. Og da det definert. Et donc on le définit. Og da blir det noe. Et ça devient quelque chose. Mens i skrivinga, mais l'écriture et l'art en général, il ne s'agit pas de ça. À l'issue de votre premier cycle romanesque Mon combat, Karl Ove Knausgaard, êtes-vous devenu un vieil enfant ou un adulte qui commence à vieillir? Veldig godt spørsmål. Très bonne question. Det finnes noe naivt i alt jeg skriver. Il y a quelque chose de naïf dans tout ce que j'écris. Som jeg prøver å bli kvitt. Et j'essaie de m'en débarrasser. J'aimerais bien écrire comme un adulte, de manière sérieuse, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Så jeg tror at Donc, je crois que barn med veldig mye erfaring. Je pense qu'un enfant a vraiment beaucoup d'expérience. Og det erfaringer som skiller meg fra mine egne barn. Et ce sont des expériences qui, bien sûr, maintenant me séparent de mes autres enfants. Enfin. Men jeg vet jo ikke om alle er sånn. Mais je ne sais pas si tout le monde est comme moi. Eller om det bare er meg. Ou si c'est juste moi. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Karl Ove Knausgaard, Father John Misty. Sun is rising. Is turning blue. Look out, buddy, Noah's calling. Jesus, man, what did you do? Psychic tearings in the upper room.
pensez-vous du beefsteak pomme frite? Ah oui, j'en ai parlé aussi parce que ça, vraiment tout le monde, je crois, peut être d'accord que c'est un grand mythe national français. Je me rappelle avoir vu il y a quelque temps, enfin il y a déjà assez longtemps, un film d'espionnage français où à un moment la bonne du curé, n'est-ce pas, qui est patriote, reçoit l'espion allemand déguisé en clandestin français et elle lui dit, eh bien, je vais vous donner de mon beefsteak. Et un peu plus tard, quand elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un espion, elle lui dit « Et moi qui lui ai donné de mon beefsteak ». Il s'agit vraiment que le beefsteak fonctionne ici comme une sorte de symbole patriotique de la France. Oui, je crois même que dans des circonstances, disons, plus actuelles et plus militaires, le beefsteak jouait aussi un rôle dans certains reportages cités par vous sur le général de Castres. Oui, quand on a libéré le général de Castres, il a réclamé comme premier plat des frites. C'est ça. Quelle réflexion vous suggère l'abbé Pierre, Roland Barthes? L'abbé Pierre, eh bien, j'ai essayé un peu d'analyser ce que j'ai appelé l'iconographie de l'abbé Pierre, c'est-à-dire l'ensemble des photographies qu'on a publiées sur lui, où effectivement on voit, d'une façon d'ailleurs mystérieuse, un peu inexplicable, fonctionner tout un ensemble de signes du franciscanisme, n'est-ce pas, la coupe de cheveux, la barbe, la canne, la canadienne. Comment doit-on interpréter cela? Eh bien, je ne sais pas, je ne prétends pas du tout que l'abbé Pierre ait lui-même édifié en quelque sorte sa propre iconographie, mais c'est un fait que ce qui se donne pour une vocation spirituelle intense a tout de même spontanément retrouvé les images d'une légende, n'est-ce pas, les images extérieures d'une légende. Qu'est-ce qui vous paraît expliquer le prestige de Einstein sur le public? Je ne parle pas chez les mathématiciens, sur le grand public. Oui, sur le grand public, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un mythe assez ambigu qui est fait de deux éléments. Il y a d'une part l'idée d'une sorte de cerveau génial, mais tout de même mécanique, n'est-ce pas, fonctionnant comme une sorte de machine. Et alors, d'autre part, comme élément, ce cerveau génial produit un savoir qui peut être entièrement contenu dans une sorte de formule mystérieuse, exactement comme du temps des anciens hermétistes. Oui, c'est-à-dire la réduction de tous les problèmes, de toutes les inquiétudes et toutes les difficultés du monde à une petite formule mathématique. C'est ça, comme si quelques lettres bien trouvées suffisaient à ouvrir était la clé qui ouvrait l'univers. Nous venons d'entendre la voix de Roland Barthes à propos des mythes de la vie quotidienne. C'était au moment de la publication de son livre intitulé Mythéologie. Il était au micro de Pierre Desgroupes et c'est une archivina datée du 29 mai 1957, date à laquelle est sorti ce livre qui a eu beaucoup de succès et qui s'intitule Mythologie. Et en regardant votre dernier opus du nouveau cycle romanesque, Karl Ove Knausgaard, qui traite des saisons, donc automne, hiver, printemps, le dernier c'est l'été, j'ai pensé qu'effectivement il y avait une méthode d'écriture qui pouvait s'apparenter à celle des mythologies de Roland Barthes. Vous parlez des campings, des shorts, des tuyaux d'arrosage, du loup, des aires de jeu, etc., etc. Mais c'est une cartographie de notre monde, comme Roland Barthes. Est-ce que je me trompe? Jo, jeg vil jo aldri drømme om å sammenligne meg på noen som helst måte. Je n'aurais pas du tout, je ne prétends absolument pas me mesurer ou m'être comparé à quelqu'un comme Roland Barthes. Mais c'est sûr qu'un des points de départ était... J'étais toujours fasciné par tout ce qui est par les dictionnaires. Et cette pensée que on peut tout ce qui existe dans le monde forcément est à l'intérieur, résumé en quelques lignes. Et donc ça permet de comprendre le monde et de voir les rapports entre les différentes choses. Et finalement, c'est tout un univers qui se crée par l'écriture, à travers les mots. Så det jeg forsøkte på, for dette er jo åpenbart ikke sant, ikke mulig. Mais c'est sûr que c'est évidemment pas possible de faire ça, c'est un peu... For alle tingene er ladet med så utrolig mye, de er ladet med kultur. Parce que chaque objet sont vraiment chargés de culture, d'histoire, de ses propres souvenirs. Donc chaque chose est... Si on vraiment commence à la regarder, c'est d'une complexité infinie.
c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce quatuor là des saisons, c'est d'écrire ce que je pensais à ce moment-là, et puis de passer à une autre chose, et de passer à une autre chose. Et je voulais surtout pas qu'il y ait de hiérarchie entre les choses. Ainsi, quand je parle du vomi, je voulais que ce soit décrit avec la même délicatesse que lorsque je parle d'une église ou d'une voiture. Et c'est ça dont je me suis rendu compte quand j'écrivais, que le monde est tellement hiérarchisé. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Je pensais que le monde était tel qu'il était, tel que je le vois, mais en fait non. J'ai vraiment vu qu'il y avait des systèmes de valeurs. Ces systèmes de valeurs sont là comme une grille de lecture quand on voit le monde. Et ça, je ne le savais pas avant de commencer à écrire. En fait, vous êtes intéressé à l'infiniment petit. Vous êtes intéressé non pas à l'intérieur de vous-même, mais à l'extérieur du monde. Comme si c'était un diptyque, un nouveau diptyque, ce quatuor des saisons, après les 5 volumes de mon combat. Et je tenais vraiment à ce que ce soit des textes courts, qu'on puisse lire d'un coup. Je pensais vraiment comme à des tableaux. Qu'on voit dans un regard, et puis on passe à un autre tableau. Donc c'est vraiment complètement le contraire de mon combat à ce niveau-là. Mais c'est le même écrivain et c'est la même forme d'écriture. Il y a une continuité de projet d'écrivain, d'embrasser le monde avec les sens et grâce aux sens, non ? Dans tous mes livres, j'essaie de m'approcher du monde de différentes façons. Il y a quelques règles que je mets, bien sûr, que j'érige d'abord. Et par exemple, dans mon combat, c'était l'idée qu'on peut écrire de tout à partir du moment où moi j'ai envie de l'écrire et que c'est dans ma tête. Et que je devais essayer d'écrire avec le maximum de sincérité possible. Mais là, il y avait une autre, dans ces 4 livres sur les saisons, c'est une toute autre forme. Il fallait que chaque texte puisse exister indépendamment. Mais tout vient bien sûr du même endroit, de la même pensée, la même personne. Mais on voit quand même différents angles, différentes choses. J'essaie vraiment de m'échapper et d'essayer d'échapper à ma pensée. Parce que sinon ça se fige. Et alors tout ce dont je rêve, ce qui est donc que le texte advienne, qu'il se passe des choses, ça devient impossible à ce moment-là. C'est un exercice de méditation ? Oui, absolument. Se déprendre de soi pour mieux voir le monde. Oui. Je voulais vous proposer d'écouter la voix d'un autre philosophe auquel j'ai pensé en lisant votre quatuor des saisons, Karl Ove Knausgaard, c'est Michel Serres. Michel Serres va parler des 5 sens, et le premier sens, selon lui, c'est le toucher. C'est une archivina du 31 décembre 1985, et c'était au micro de Jacques Chancel. Mon sens auditif est plus aigu que les autres. Je mets la musique au-dessus de tout par rapport à la peinture, la sculpture ou l'architecture. J'aime la parole puisque c'est mon métier, j'aime écouter, et par conséquent, je me perçois vraiment comme une gigantesque oreille avec une tête et 4 membres, n'est-ce pas ? Et donc j'aurais été amené à mettre l'ouïe d'abord, mais j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, j'ai pensé que c'était ma subjectivité qui parlait là, que c'était mon habitude, que j'étais plutôt auditif. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que probablement le premier sens de tous devait être le toucher, parce que au moins la peau occupe un plus grand volume ou une plus grande surface que les autres. Et donc j'ai mis la peau en premier, le toucher en premier. Le toucher alors. Le toucher en premier parce que il occupe réellement. Nous sommes dans un sac de peau et donc nous sommes dans un espace du tact. Le toucher, c'est tout à la fois être horrifié par le monde, être baigné se plonger dans le monde. Je donne beaucoup d'importance, par exemple, à cette idée de plongement. Nous sommes dans le monde comme la baigneuse nue de Bonnard est dans sa baignoire. Nous sommes dans le monde, vient de dire Michel Serres. En vous lisant,
Karl Ove Knausgaard, en lisant votre quatuor consacré aux saisons, on a l'impression d'être dans le monde. Quel est le sens le plus important pour vous? Je crois qu'autrefois, j'aurais peut-être dit la vue. Alt jeg gjør når jeg skriver, alt ekstremt visuelt. Tout ce que je fais quand j'écris est extrêmement visuel. Og malerier og visuell kunst har alltid vært veldig viktig for meg. Ouais, j'ai toujours beaucoup aimé la peinture, ça a toujours été très important pour moi. Men nå leste jeg nettopp en bok, eller je viens de lire un livre, enfin plus exactement 3 livres. Med radiointervjuer avec des interviews de radio avec Borges. Som han gjorde året før han døde. L'année précédant sa mort. Og det slående der at han blind. Et là, j'étais frappée par le fait qu'il était aveugle et que pourtant il racontait tous ses voyages lorsqu'il allait au Japon, quand il voyageait en France, quand il voyageait dans le monde entier. Et on a l'impression, j'avais vraiment l'impression que c'était complet, que son expérience était parfaite et complète. Alors peut-être que maintenant, je suis d'accord avec Michel Serres que la présence est essentielle. Et qui dit présence dit je voudrais être tout le temps être proche, être au contact, mais ma pensée à chaque fois m'en éloigne, donc en fait mon combat intérieur est contre cette présence et cette absence. Mais pour moi, ma pensée, ma rationalité sont mes ennemis, puisqu'ils m'empêchent d'être au corps, d'être au plus près de la nature, au plus près du monde. Ouais, c'est ça, parce que ça me retire du monde. Alors, il faut ajouter que à l'intérieur de ce quatuor consacré aux saisons, Karl Ove Knausgaard, il y a des illustrations très belles d'un grand artiste que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Anselm Kiefer. Il faut ajouter aussi que j'ai entre les mains votre nouveau livre consacré à Edvard Munch. Donc, vous quittez votre intimité pour aller embrasser la beauté de la peinture. C'est ça votre nouveau défi? Ja, det ikke lett å svare på hvorfor. C'est pas facile de répondre pourquoi. Men jeg har faktisk skrevet en bok om Anselm Kiefer. J'ai écrit un livre sur Anselm Kiefer, et là j'ai écrit un livre sur Edvard Munch. Jeg tror at det som gjør at det dras mot det, at ce qui fait que je suis attirée vers ces peintres, c'est qu'ils réussissent à créer ce que font tous les bons peintres, mais quelque chose sur une toute petite surface. Quelque chose où beaucoup de choses se rencontrent. C'est un espace absolument insondable. C'est une image qu'on peut voir sans arrêt, et on n'arrête pas de recevoir des choses de cette image. Quand on écrit, on est obligé de passer par l'intellect. Alors j'ai vraiment une sorte d'envie profonde, fondamentale vis-à-vis de ces peintres, parce qu'ils arrivent à nous faire entrer tout de suite dans une œuvre. Et j'essaye de trouver ce qu'ils ont, quel est ce mystère qui fait qu'on est tout le temps attiré pour regarder ces images, ces tableaux. Mais d'arriver à le faire de manière aussi urgente, que tout soit dans un seul lieu. Pour moi, encore une fois, il s'agit avant tout de présence. Vous commencez votre dernier livre par un éloge de la répétition, Karl Ove Knausgaard. Vous le terminez par ce même éloge de la répétition. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes obsédé par les répétitions. Et je vais lire un très court paragraphe de votre dernier chapitre de votre nouvel ouvrage, où vous écrivez ceci: « J'aime les répétitions, j'aime exécuter les mêmes tâches, au même moment, au même endroit, jour après jour. J'aime cela parce qu'il en ressort quelque chose, tôt ou tard. Cette accumulation d'actions similaires s'affaisse. C'est alors que débute l'écriture. » Pourquoi et comment? Veldig vanskelig spørsmål. Encore une question très difficile. Veldig stort spørsmål. C'est une question très vaste.
Og bare titlene på bøkene er jo en repetisjon. Rien que le titre des livres est une répétition. Det er vår, sommer, høst, vinter. Printemps, été, automne, hiver. Og så er det den følelsen jeg har av jeg vil snakke om framskritt og verden forandrer seg og det går fremover que les choses reviennent finalement tout le temps, tout revient tout le temps, même si on a l'impression d'un progrès, qu'il y a de la nouvelle technologie. Mais s'agissant de ma propre écriture, c'est vital pour moi de pouvoir répéter, de faire les mêmes choses les mêmes jours, de pouvoir écouter la même chanson. Je peux écouter la même chanson toute une année. Sans doute parce que cela me rassure. Je pense que toutes les répétitions ont ce fondement, ont cette raison d'être, que ça donne une sécurité, un sentiment de protection. Et que c'est là qu'il peut se produire quelque chose. En tout cas, en ce qui me concerne. Men så siste begynte å like. Jeg har spilt veldig mye Philip Glass i det siste. J'ai beaucoup écouté jouer Philip Glass ces derniers temps. Som har en helt sånn meditativ. Det er det samme og det samme og det samme. Cette musique extrêmement méditative et puis il suffit qu'il y ait une petite variante, une nuance qui intervient. Mais il ne quitte jamais ce. Mais on ne sent jamais décoller vraiment, on sent toujours en restant là. Donc on ne perd pas le fil. Merci infiniment, Karl Ove Knausgaard. Vous dites à l'intérieur de Mon combat que vous êtes timide. Je crois qu'effectivement, vous êtes timide. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'idée de cet entretien. Ma dernière question, c'est, êtes-vous heureux? Yeah. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes auteur d'une œuvre monumentale. La première s'intitule Mon combat. Elle fait 5 volumes. Elle est publiée aux éditions de Noël. Et la dernière, la nouvelle, s'intitule Selon les saisons, hiver, automne, printemps, été. L'été vient de sortir. Vous pouvez évidemment lire les autres avant. Et l'été est traduit du norvégien par Lou Maël Besançon, avec des illustrations d'Ansem Kiefer. Dans le jardin de mon enfance, entre les arbres et la violence, j'ai retrouvé ce qui calmait mon cœur, les fraises, l'odeur des vacances. Entre les drames et l'insouciance, les escaliers qui supportaient mes peurs. Pourquoi j'y pense encore?
part les rires en farandole, à part l'été qui me console, qu'est-ce qui me manquait tant? Pourquoi j'y pense encore autant? Y'a quoi de mieux avant? Je me souviens de tout, je me souviens de tout, je me souviens de tout, je me souviens. Et c'est avec Jardin de pommes que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Hélène Hervieux pour votre traduction simultanée. Merci à vous, Karl Ove Knausgaard. Je rappelle que votre 4e et dernier tome de votre série En été est en librairie et que votre livre, en lien avec l'exposition sur Munch, en ce moment même au musée d'Orsay, s'intitule Tant de désirs pour si peu d'espace, l'art d'Édouard Munch, et qui vient de paraître aux éditions de Noël. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Théo Mention, et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.